Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément, mais cette fois-ci, pas d'invité. On va traiter un sujet qui nous passionne tous les deux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du sujet qu'on va traiter, Clément? Salut Jérémy, ouais, je suis super content de me retrouver avec toi pour parler de la chaleur aujourd'hui. En plus, on a en plein dans le thème vu que l'été arrive, enfin même s'il se fait un peu tardé, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, ça tarde à venir, mais bon, ça peut, il peut très bien faire très très chaud d'ici une semaine, avoir des 35 degrés d'un coup, je le sens bien venir. Ouais, et justement, c'est là que ce podcast prend tout son sens puisqu'on va parler de la chaleur, de ses impacts sur notre organisme et justement de comment s'acclimater. Et également, qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler cette température corporelle qui augmente lorsqu'on est dans une période de canicule ou juste pendant l'été. Ouais, exactement. Et justement, quel impact a la chaleur sur que ce soit sur la performance ou sur un athlète en général? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Clément, là-dessus? Ça va vraiment agir sur beaucoup de choses. Enfin, on va essentiellement nous parler sur le sportif, notamment le sportif pendant qui fait sa discipline. Donc déjà la température elle va augmenter, que ce soit la température centrale ou la température musculaire. On va également avoir une diminution du VO2 max qu'on peut atteindre, enfin donc de la consommation maximale d'oxygène qu'on va atteindre pendant l'exercice. Dans le même temps, notre fréquence cardiaque elle va être plus élevée pour une même intensité. Il va y avoir également des liens avec tout ce qui va être la production du lactate qui va être plus rapide et surtout la perception de l'effort qui va augmenter. Donc pour une même intensité par rapport à en conditions normales, on va avoir l'impression que ça va être beaucoup plus dur. Ouais, exactement. Les marqueurs de fréquence cardiaque et de lactate et de RPE, ils vont du coup, comme tu l'as dit, augmenter. Et ça souligne le fait que l'intensité est plus dure à réaliser en chaleur. En fait, il faut voir la chaleur comme un stress supplémentaire à l'exercice qu'on réalise. Qui dit beaucoup plus de stress dit un entraînement plus difficile. Ouais, et justement, même en dehors de l'entraînement, tous ces petits impacts en soi qui vont s'additionner sur le sportif qui fait sa séance ou sa compétition, ça va entraîner une grosse baisse de performance. Tout l'intérêt de tenter de lutter contre cette chaleur pour limiter cette baisse de performance qui, dans tous les cas, sera présente. Ouais, comme tu le dis, de toute façon, on pourra pas faire les mêmes performances à 30 degrés par rapport à une température de 10 ou 15 degrés. Parce que comme on le rappelle, après c'est très individuel, mais à partir d'une température autour des 10-15 degrés, plus on augmente, plus la performance diminue. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des températures très élevées pour déjà observer une baisse de la performance. Déjà, à une température de 20 degrés, c'est possible d'être un petit peu moins performant que ouais, à des températures légèrement plus basses, quoi. Bah oui, et puis tout ça, ça se remarque justement dans les compétitions, que ce soit chez nous, athlètes amateurs, ou chez les professionnels. On voit bien que l'essentiel des records sont faits à l'automne ou au début du printemps. On pense notamment, par exemple, les grands marathons. On trouve pas forcément de grands marathons en plein mois de juillet parce que c'est pas forcément la bonne période. Ouais, surtout pour les sports d'endurance, il y aura moins d'impact, on va dire, de la chaleur sur la performance sur un 100 mètres que quelqu'un qui va faire un marathon, ça c'est clair. Et d'ailleurs, on en profite pour vous redire que un peu de tout ce qu'on va parler sur la chaleur, là, on en a déjà parlé sur notre compte Instagram à travers diverses infographies, que ce soit sur les impacts, ou les protocoles d'acclimatation, ou même les effets de l'acclimatation sur la performance, que vous pouvez retrouver avec les différentes études scientifiques qu'on a citées. Vous pourrez rentrer plus dans le détail des protocoles qui ont été faits et justement pour comprendre ce qui se passe physiologiquement. Ouais. Et du coup, après avoir un peu énuméré ce qui se passe quand on s'entraîne en chaleur, qu'est-ce qui se passe du coup quand on s'acclimate à la chaleur? Donc, on le rappelle, l'acclimatation, c'est habituer son corps à la chaleur. Et cette habituation, enfin, ces exercices en chaleur vont engendrer du coup des adaptations. Le corps va essayer de s'adapter pour réduire entre guillemets le stress de la chaleur et pouvoir être plus performant dans ces conditions. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'effet de l'acclimatation à la chaleur? Bah, justement, l'effet de l'acclimatation, ça va y avoir pour but de limiter la perte sur tous les petits paramètres qu'on a vus avant. Donc, on va les rappeler. Le VO2 max qu'on peut atteindre, il diminue lorsqu'on a une température très élevée. Donc là, ça va permettre, lorsqu'on est acclimaté pour une même chaleur,
de pouvoir aller plus à une consommation d'oxygène plus élevée. La fréquence cardiaque qui, elle, augmente lorsqu'on a chaleur. Pour la même chaleur, lorsqu'on a acclimaté, elle va descendre. Pareil pour le RPE, pareil pour la production de lactate. Et il y a également au niveau des effets directs de l'acclimatation, les effets recherchés. On va avoir une amélioration des différents mécanismes de thermorégulation, d'ailleurs qu'on va réexpliquer après, et également une augmentation du volume plasmatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bah, justement, comme tu l'as dit, le fait que le volume plasmatique, il va augmenter, c'est ça qui engendre une diminution de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de sang et du coup, le cœur va moins devoir pomper, en gros, pour faire circuler une certaine quantité de sang, vu que vous en avez plus. De plus, ce qu'on a pu voir à certains moments, c'est que le fait que le volume plasmatique, il augmente, du fait que en gros, vous êtes plus hydraté, vous retenez plus facilement l'eau dans votre sang et du coup, c'est ça qui fait augmenter votre volume plasmatique. Et bah, du coup, la concentration en hémoglobine, donc l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène dans votre sang, bah, elle diminue légèrement. Et des fois, ce qu'on a pu voir, c'est une augmentation de ce taux d'hémoglobine dans le sang, donc enfin du taux total d'hémoglobine dans le sang. Et ça peut aussi être un paramètre qui va augmenter après une acclimatation à la chaleur, la performance. Comme a dit Clément, le RPE, donc l'intensité d'effort perçu, on sait que bah, au niveau de quand vous entraînez en chaleur, c'est quand même relativement plus dur. Et quand vous effectuez une acclimatation, cette intensité perçue, bah, elle devient de moins en moins intense, que ce soit en chaleur ou bien en conditions neutres. Oui, et du coup, pour rebondir sur le volume plasmatique, c'est vraiment ce qu'on remarque le plus justement chez un sujet acclimaté. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut constater même sans forcément d'outils de mesure particuliers. Vous, chez vous, par exemple, après avoir fait votre protocole d'acclimatation, entre guillemets, qu'on décrira tout à l'heure, vous pouvez constater si votre volume plasmatique a été modifié. Alors, comment faire? On va remarquer que le poids du coureur ou du cycliste va augmenter. Il est pas rare de prendre jusqu'à 1 kilo à peu près par cette augmentation du volume plasmatique. Après, certains sont à la chasse au poids, etc. Mais il faut bien se dire que il vaut mieux prendre 1 kilo et être acclimaté, être performant en chaleur, plutôt que de rester au poids de base, mais complètement explosé dès qu'on va être face à une température élevée. Du coup, on peut aussi le remarquer visuellement, en plus sur la balance, puisque, bah, comme tu l'as dit, le volume plasmatique va y avoir un lien avec l'eau, etc. Et ça se voit puisque on fait de la rétention d'eau au niveau des jambes. Donc, par exemple, je pense notamment aux cyclistes qui ont souvent des chaussettes qui serrent assez fort, un peu, je sais pas si tu vois le genre les chaussettes aéro, par exemple. On va pouvoir voir sur la peau qu'elles vont plus marquer qu'en temps normal, comme c'est une marque de rétention d'eau, et donc ça va nous permettre de constater qu'on est toujours acclimaté. Je sais pas si c'est déjà quelque chose que toi t'as remarqué. Si, ça, j'ai déjà remarqué le fait de prendre un peu de poids et faire un peu de rétention d'eau, ouais, l'été. Et justement, ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir nous permettre, donc déjà de voir qu'on est bien acclimaté et que le protocole se passe bien, mais également si jamais on se désacclimate, parce que comme on va l'évoquer après, une fois le protocole réalisé, il va falloir quand même conserver des séances de maintien pour conserver cette acclimatation tout le long, que ce soit de l'été ou même à l'automne quand les températures diminuent un peu. Ouais, justement, là, maintenant, on va parler un peu des protocoles qui permettent justement de procéder à des acclimatations à la chaleur. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut commencer toujours en basse intensité, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à vous entraîner enfin, je pense qu'une température qui est pas mal, c'est autour des 35 voire 40 degrés. Les premiers entraînements que vous allez faire, ils vont être vraiment à basse intensité. Et le truc aussi, c'est qu'il faut éviter de partir trop fort. Souvent, quand on s'entraîne en chaleur au début, on se sent vraiment bien parce que la chaleur, ça reste quand même agréable au début, mais vraiment au début. On va se sentir vraiment fort, on va accélérer l'intensité, on va augmenter l'intensité, et au final, au bout de 10 minutes, on va se rendre compte que c'est compliqué de garder la même intensité. Donc au début, il vaut mieux partir sur quelque chose de très facile. Et de toute façon, vous allez constater une dérive cardiaque. Donc la dérive cardiaque, elle montre que votre corps, bah, il essaye d'évacuer la chaleur déjà créée par le corps durant l'activité. Et du coup, il lutte un peu parce que c'est plus compliqué quand l'environnement est chaud. Et du coup, ce type d'entraînement, au début, il faut le faire pendant, je pense, une dizaine de jours et entre une semaine et 10 jours, je dirais. Et en augmentant petit à petit bah, l'intensité.
OK et au bout d'une dizaine de jours, je pense qu'on peut commencer déjà à rajouter un peu d'intensité, c'est-à-dire quelques petits intervalles, je sais pas, au seuil 2, quelques petits sprints, enfin des petits rappels d'intensité qui va vous permettre de peaufiner un peu votre protocole d'acclimatation. Clément, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quelle chose on pourrait mettre en place pour maximiser les effets cet entraînement en chaleur? Bah, justement, comme tu disais, pour enchaîner un peu, sur, le protocole que tu parlais, ouais, c'est tout à fait ça. Dans les études, en général, ils utilisent, une dizaine de jours à 1 heure par jour à 40°. Mais, souvent, enfin, là, par rapport aux gens qui nous écoutent, ils vont se dire que, ouais, on va pouvoir faire ça que l'été, mais si les températures extérieures sont pas forcément assez élevées, comment on fait et cetera? Bah, il y a un truc tout simple. Par exemple, ceux qui font du vélo, du home trainer, vous pouvez très bien vous mettre dans une pièce et puis laisser les fenêtres fermées et puis la température va augmenter tout naturellement et faire votre protocole. Si vous savez que vous avez une compétition qui va arriver où il fera très chaud, vous pouvez très bien faire en amont votre protocole dans une pièce fermée avec une température élevée et ainsi arriver prêt à la compétition. Et donc pour maximiser les effets, comme tu disais, il y a la technique des bains chauds, donc de l'eau à 40° en général qui est utilisée, même si faut se rendre compte que ceux qui n'aiment pas la chaleur vont certainement avoir du mal avec ça. Et pour les durées, on parle de une demi-heure à peu près, mais ça va être crescendo en fonction pareil de l'acclimatation. On va commencer par 5 à 10 minutes et puis augmenter jusqu'à une grosse demi-heure peut-être. Mais je sais pas, toi, tu supportes bien ce genre de technique? Que personnellement, j'ai jamais essayé. Ouais, si, j'ai déjà essayé. C'est sûr que tenir, comme tu l'as dit, directement une demi-heure, c'est assez compliqué. Puis l'eau, elle va refroidir naturellement, quoi. Donc, chaque fois, faut remettre de l'eau chaude. Donc, déjà, c'est pas très économique, on va dire. Mais en soi, je pense que déjà, au début, faire 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas mal. Après, je pense que cette technique, elle est vraiment intéressante quand la température extérieure est pas forcément très, très, très élevée. C'est-à-dire que, par exemple, il fait 30°. Bon, ça reste quand même assez chaud, mais c'est pas forcément suffisant. Du coup, après votre entraînement à cette température-là, c'est à ce moment-là que je pense que c'est vraiment intéressant de maximiser les effets avec ce type de bain chaud. Après, en termes général, comme tu l'as dit, si dehors il fait pas chaud et que vous voulez quand même vous acclimater à la chaleur pour vous augmenter vos performances même dans des ambiances neutres, c'est-à-dire sans chaleur, des compétitions même quand il fait 20°. Comme tu l'as dit, ouais, vous vous mettez dans une petite pièce, vous faites du rameur, de l'home trainer, peu importe, et ça va vite grimper. Et puis au pire, vous pouvez même mettre un petit radiateur. Pareil, c'est pas très économique, pas très écologique, mais bon, ça fait le taf. Vous mettez un petit radiateur, vous le poussez à fond et il va vite faire 35° et ça va vite taper au crâne, quoi. Donc il y a plein de manières de pallier au fait que dehors, bah, il fasse pas très chaud. Oui, et justement, par rapport à quand tu t'entraînes dans la pièce, là, tu parlais du radiateur, mais également, il faut savoir que l'humidité joue un rôle important dans la performance au niveau de la diminution de la performance quand il y a de la chaleur. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est par exemple une bassine d'eau chaude que tu vas mettre dans la pièce et ça va faire tout de suite grimper l'humidité encore plus vite pendant ta séance. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi l'effet qu'a l'humidité sur l'évacuation de la chaleur d'un athlète? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Parce que la plupart du temps, les gens, ils pensent que à la température, on va dire, de l'environnement et ils pensent pas trop à l'humidité. Et moi, je pense à Tokyo, là, cet été, au JO. Et là-bas, il y a le combo des deux, quoi. Il y a chaleur et humidité. Et justement, c'est quoi l'effet de l'humidité sur le corps? L'humidité, il va y avoir un effet qui va être assez gênant, c'est que ça va aider aussi à stocker la sudation qui va rester collée après ton corps, entre guillemets. Et d'ailleurs, une petite question que j'aurais à te poser. Quand tu t'acclimates à la chaleur, à ton avis, est-ce que tu transpires plus ou moins que quand tu n'es pas acclimaté? Bah, normalement, tu devrais transpirer plus, parce que, en tout cas, plus tôt, plus rapidement, parce que ton corps, il est plus habitué à, en fait, à évacuer de la chaleur. Ouais, c'est exactement ça, justement. Alors que dans l'idée des gens, quand on ne connaît pas forcément le sujet, on pourrait avoir l'impression que quand on est acclimaté, on transpirerait moins, parce qu'on pourrait considérer un peu la transpiration comme quelque chose de négatif, alors que justement, Ouais, de délétère. ouais, voilà, alors que justement, la transpiration est quelque chose qui intervient dans les mécanismes de la thermorégulation qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut savoir que la thermorégulation, donc c'est la régulation de la température. Donc, on va avoir la thermolyse qui va permettre de se refroidir avec de la perte de chaleur, et la thermogénèse qui, elle, est pour réchauffer l'organisme
par production de chaleur quand on est dans un environnement froid. Mais donc dans le cadre de la thermolyse, on va avoir plusieurs mécanismes. Donc il y a le rayonnement infrarouge, la conduction, la convection et l'évaporation, donc la transpiration. Donc ça c'est quand on est à l'état de repos. Et il faut savoir que quand le stress thermique augmente, on va avoir plus que uniquement la sudation qui va nous permettre de nous refroidir. Donc ça va marcher avec la chaleur qui stimule les récepteurs cutanés, qui vont entraîner une vasodilatation, qui va augmenter la sudation. Et donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec le fait que l'humidité, pareil, va gêner la sudation, c'est que quand la température extérieure, par exemple, elle dépasse, donc notre température centrale, elle est d'environ 37 degrés. Donc quand on transpire, la sudation, elle arrive à la surface de notre corps, elle est à 37 degrés et à peu près 37 degrés, elle va s'évaporer étant donné que à l'extérieur il fait plus frais. Par contre, si jamais tu es dans un environnement où il fait encore plus chaud que la température de ta transpiration va rester sur ton organisme, tes mécanismes de thermorégulation vont être altérés et t'empêcher de te refroidir. Ouais, et de plus, comme tu l'as dit par rapport à l'humidité, en fait, ce qui va se passer, c'est que la transpiration à la surface de la peau, elle va pas forcément pouvoir beaucoup s'évaporer, vu que l'humidité dans l'air enfin, l'air est déjà très chargé en humidité, donc en eau, et du coup, le gradient de concentration d'eau entre la peau et l'air ambiant est plus faible, et du coup, il y aura une évaporation moins importante. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tout l'intérêt de si on prépare une compétition et qu'on sait qu'il va faire très chaud et encore plus s'il fait humide, de faire un protocole vraiment efficace pour être le plus performant possible, avoir les mécanismes du coup de la thermolyse qui seront les plus efficaces possibles pour refroidir notre organisme face à la chaleur en compétition. On a également des effets sur la performance en ambiance, en température neutre, je dirais, à 15-20 degrés par exemple. Tu peux nous en parler? Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, on va retrouver de toute façon les mêmes adaptations qui vont être bénéfiques à une ambiance neutre, donc 15-20 degrés comme tu l'as dit. Déjà, l'augmentation du volume plasmatique, le fait qu'on va pouvoir évacuer plus facilement, plus rapidement, plus vite de la chaleur produite, donc ce qui va réduire le RPE, donc pareil, l'effort va être plus simple, on va le ressentir vraiment plus simple parce que il y a plein de mécanismes qui vont être plus performants. Après, ce qu'on peut voir d'autre, c'est l'augmentation du coup de la VO2 max à ambiance neutre. Ça aussi, c'est un super paramètre qui permet d'augmenter la performance. On va aussi du coup constater également dans la transpiration qu'on va évacuer moins de sels minéraux. Et du coup, ça va être très visible pendant l'acclimatation également. C'est-à-dire que vos t-shirts, ils vont être de moins en moins pleins de sel. Ils vont être de moins en moins blancs en fait. Parce que du coup, la transpiration, elle va être plus efficace et sans pour autant éliminer des sels minéraux qui sont très importants pour l'organisme. Et pour la performance, du coup. C'est vrai que justement, ça peut être un petit, comment dire, un petit témoin pendant le protocole de par exemple, si vous faites, je sais pas, enfin n'importe quoi, du home trainer, que vous allez courir, de mettre à chaque fois un t-shirt noir pour observer au fil des jours si ce t-shirt il est moins chargé en sels minéraux et en électrolytes au fur et à mesure de l'acclimatation. Et c'est ce que vous allez constater normalement que à la fin du protocole, il sera très peu chargé en électrolytes et donc là on pourra considérer qu'on est très bien acclimaté. Et donc ce qu'il faut pour résumer ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut pas avoir peur de s'entraîner par temps chaud, même s'il y a quelques règles à dire comme on en a parlé. Ça reste de la très basse intensité pour commencer, étant donné que le RPE, enfin l'effort perçu va être beaucoup plus important. Mais faut vraiment pas en avoir peur et faut pas uniquement se dire que c'est pour se préparer à une compétition en chaleur, mais il y a des réels bénéfices pour une compétition tout à fait basique. Donc par exemple, si vous faites votre préparation au mois de août-septembre pour une compétition au mois d'octobre, il n'y a aucun souci à faire ces séances quand il va faire très chaud. Et justement, on peut faire ça, comme on l'a dit, pendant 10-15 jours, donc autour des 1 heure par jour d'affilée. Et après, on peut faire des piqûres de rappel. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, si notre compétition elle est en octobre, mais à partir de septembre, il fait pas très chaud, et bah du coup, on peut réaliser cette protocole d'acclimatation fin août, s'il fait encore chaud. Et après, faire des piqûres de rappel autour des 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, des piqûres de rappel à base de bain chaud, comme on l'a dit, ou d'entraînement dans des pièces avec des radiateurs ou des bassines d'eau chaude. Et
ces petits rappels, au final, ils vont pouvoir permettre de garder certaines adaptations qui sont vraiment, bénéfiques le jour de la compétition, même, quelques semaines, plus tard. Même si le mieux reste quand même le assez proche de la grosse phase d'acclimatation de 10 à 15 jours. Ouais, ou même un truc tout bête, aller faire ton footing, habillé chaudement alors que dehors il fait, je sais pas, 20 degrés par exemple, si tu mets une veste. Alors, on entend souvent certaines personnes qui font ça en se disant, je vais plus transpirer, je vais perdre du poids de m'habiller chaudement alors qu'il fait déjà chaud. Bon, ça, on le sait tous que c'est pas vrai. Mais dans le cadre d'une acclimatation, les piqûres de rappel peuvent très bien se faire de cette manière-là. Et en fait, en parallèle, on a aussi des techniques pendant la compétition souvent pour évacuer cette chaleur, donc pour essayer de récupérer le plus rapidement possible et ne pas que le corps soit affecté par la chaleur. Et est-ce que tu pourrais du coup nous parler un peu de ces techniques, Clément, vu que je sais que tu as réalisé un mémoire de recherche cette année sur le sujet, mais en entreprise. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est mon sujet de mémoire de fin d'études sur les techniques de cooling. Donc ça s'appelle cooling, c'est le refroidissement du corps. Donc c'est va être des techniques qu'on peut mettre soit pendant la compétition, si c'est autorisé, soit à l'échauffement, soit en récupération. Donc alors on va voir déjà les trucs les plus connus, ça va être par exemple la cryothérapie, c'est du cooling. Mais ça, on sait, la cryothérapie, ça peut servir à récupérer, par exemple, après certaines séances, à refroidir la température corporelle, etc. Mais c'est pas forcément exploitable sur un lieu de compétition. On va avoir, pareil, la balnéothérapie, bain froid, bain chaud. Mais pareil que la cryothérapie, c'est pas forcément utilisable. Donc il y a des techniques qui ont été mises au point, des techniques portables, les gilets réfrigérants, dont certaines marques qui ont travaillé avec les comités olympiques français pour les Jeux Olympiques. Donc ça va être des vestes avec des poches de gel glace qui sont placées au congélateur et placées sur le sujet. Donc ça peut être aussi bien mis à l'échauffement ou en récupération. Et tout l'intérêt, ça va être de diminuer la température cutanée. On va avoir une diminution de la sudation également. On va avoir une diminution de l'effort perçu qui va être très important. Et au niveau physiologique, on remarque que ça entraîne également une diminution de la fréquence cardiaque qui est assez significative. En général, c'est plus ou moins 10 battements par minute dans les études. Quand c'est utilisé, enfin moi, de ce que j'ai mesuré, c'était pendant l'exercice. Donc c'est ce qui a été constaté. On a également dans certaines études, quand ils ont testé, par exemple sur un cycliste pendant une séance qui était standardisée, une plus faible consommation d'oxygène. Et donc ça va être des techniques qui vont être vraiment révolutionnaires pour diminuer la température perçue par le sujet. Et il y a également une autre technique qui a été assez peu, enfin qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, et qui est pourtant utilisable par le grand public à moindre coût, c'est les boissons froides. Mais des vraies boissons froides, c'est ce qu'ils font, c'est par exemple, je sais pas, tu vois les espèces de glaces granitées qu'on peut vendre, par exemple, au bord de la plage ou je sais pas quoi là. Ouais, moi j'adore ça. Ouais, bah, tu vois, bah, alors il existe ça qu'on peut faire avec justement des boissons d'effort. Donc imagine qu'au lieu d'avoir ton granité à la fraise ou à la menthe, bah, ça va être ta boisson là, on va pas citer de marque, mais ta boisson d'effort sous forme de granité et que tu vas pouvoir prendre soit pendant la compétition s'il y a des ravitaillements et que c'est autorisé, que ça peut se faire, soit en comment dire entre différentes épreuves. Par exemple, je pense à c'est beaucoup utilisé dans le sport automobile dans les épreuves de, par exemple, les 24 heures du Mans, qui se déroulent, où il y a quand même régulièrement des grosses températures, où les personnes dans leur véhicule, ils sont exposés à des températures assez extrêmes. Eh ben, entre leur passage, ils ont ce type de boisson-là qui leur permettent de récupérer plus facilement de la chaleur et de maintenir une température constante. Après, le problème un peu, je pense, après c'est mon avis avec ce type de boisson, c'est, les maux gastriques qu'on peut un peu avoir pendant l'effort. Certaines personnes, je pense, ne pourraient pas forcément tolérer ce type de boisson et ça engendrerait, ouais, des douleurs au niveau de l'estomac et cetera, surtout en course à pied, je pense. Après, comme tu l'as souligné, il y a des sports où il y a moins d'impact par rapport à ça, donc le sport automobile, en fait partie. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Après, justement, dans tous les cas, normalement, quand tu arrives à la compétition, ta stratégie de nutrition, elle est déjà travaillée en amont, tu l'as testée à l'entraînement. Donc ça, c'est pareil, ça doit être testé à l'entraînement, testé, retesté. Et si c'est quelque chose que tu supportes pas, bah, tu le testes pas. Après, t'es pas à l'abri de le tester, enfin, de le supporter tout le temps
et que le jour de la compétition ça passe pas, mais bon après ça c'est les aléas de la course. Ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, oui, de toute façon, il faut jamais tester un truc le jour de la compétition. Je pense que c'est la pire chose à faire. Se dire, tiens, je vais prendre cette boisson uniquement cette compétition-là, parce que je sais que ça va me rendre plus performant, mais si en revanche vous avez des douleurs bon, au niveau du ventre, ça peut complètement flinguer votre compétition. Ah bah, c'est clair que surtout pour un effort long, après à la limite, je sais pas si tu vas courir un 10 km sur route qui fait très chaud, qui a un ravitaillement, que tu chopes un verre ou je sais pas quoi au passage et que bon c'est une boisson que t'as pas l'habitude, je pense qu'il y aura pas forcément beaucoup d'effets même si tu la supportes pas. J'imagine que si tu fais un marathon et que la veille de la course en allant chercher ton dossard t'as trouvé des nouvelles barres énergétiques ou je sais quoi que tu te décides d'essayer et que ça te convient pas, là ça peut être vraiment problématique. Ouais, mais là on s'égare un petit peu du coup de la chaleur et des. Bon, du coup, pour résumer un peu notre podcast sur la chaleur, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de mauvais répondant quand vous entraînez à la chaleur. C'est-à-dire que ça va forcément, je pense, vous octroyer des bénéfices, donc que ce soit physiologique ou même cognitif. C'est quelque chose qui est facilement réalisable. Donc voilà, comme on l'a souligné, quand il fait chaud, voilà, vous essayez de sortir aux heures les plus chaudes. Vous avez la technique de la petite pièce avec le radiateur à fond. Après, par rapport à ça, donc comme on l'a souligné, il y a des avantages pour des compétitions en chaleur, mais également pour des compétitions en ambiance neutre, donc 15-20 degrés. Et du coup, ouais, vous pouvez appliquer quelques piqûres de rappel pour essayer de garder au plus longtemps ces adaptations. Et comme Clément l'a souligné en fin de podcast, il y a aussi certaines techniques pendant la compétition qui permettent cette fois-ci de réduire l'effet de la chaleur sur la perte du coup de performance. Ouais, donc pour résumer tout cet épisode en soi, faut pas avoir peur de la chaleur, juste prendre des précautions et mettre des stratégies en place pour que ça se passe bien. Enfin, surtout arrêter de sortir l'excuse je ne supporte pas la chaleur, donc je n'arrive pas aux compétitions en chaleur. Comme tu l'as dit, tout le monde est répondant à la chaleur. Un stage en chaleur, c'est même plus facile à réaliser qu'un stage en altitude. Donc c'est vraiment quelque chose que personne ne peut avoir l'excuse de dire je n'étais pas préparé à cette chaleur. Alors que si jamais tu fais une compétition en altitude, tu peux très bien te dire bon, voilà, j'habite en plaine, j'ai pas supporté le passage au-dessus de 2000, de 2100 mètres d'altitude, ça m'a été fatal et voilà. Sur ces bonnes paroles, on va se dire au revoir et puis on se revoit pour un prochain épisode, cette fois-ci peut-être avec un nouvel invité ou peut-être juste nous deux sur un autre sujet. Ouais, bah, ça sera dès la semaine prochaine, dimanche prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ouais, bah, bonne soirée Clément et puis n'oubliez pas de vous entraîner. Allez, salut! Salut! Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous!